Je voudrais vous raconter une histoire du Far West. Mais elle n'a rien à voir avec celle que les westerns ont célébrée, ni même avec celle que j'ai apprise à l'école en Californie. C'est une histoire qui s'est écrite des siècles avant que les États-Unis existent. Mes ancêtres venaient d'Espagne. Ils se sont établis au Nouveau-Mexique, puis dans le Colorado. Je crois qu'on s'est mélangé avec des Indiens, les Navajos. Oui, les Espagnols avec les Navajos. C'est l'histoire méconnue d'un Far West amérindien, hispanique, mexicain. C'est plus qu'une amnésie collective, c'est presque une amnésie forcée. J'ai grandi en Californie dans cette amnésie forcée qui empoisonne les États-Unis. Alors, à travers le Far West mythique, j'ai voulu retrouver cette histoire effacée. J'en ai photographié les traces et les descendants pour reconstituer l'album manquant de notre passé commun. La frontière entre les États-Unis et le Mexique. « 3000 kilomètres murés, surveillés, militarisés. » Elle définit les États-Unis contre le sud de l'Amérique. C'est une obsession. Pourtant, elle n'a pas toujours été là. Mais qui se souvient du temps où elle courait 1100 km plus au nord? Quand les États-Unis se réduisaient à leur côte est et quand tout le Far West s'appelait le Mexique du Nord. C'est comme une histoire cachée des États-Unis. Beaucoup de gens ignorent que cette partie du pays appartenait au Mexique et que le Mexique s'étendait jusqu'au Nevada et l'Utah, Californie et Texas compris. Et comment ces territoires sont devenus une partie des États-Unis par la conquête, qui est un mot toujours lourd de sens. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui refusent même de croire que cela s'est passé ainsi. Je crois que cela a à voir avec l'époque vénéneuse dans laquelle nous vivons. Vraiment. Le Mexique est vu comme cet endroit anarchique qui menace les États-Unis. Aujourd'hui encore, sans vraiment reconnaître tout ce que le Mexique a apporté à notre société. Ce n'est qu'en 1848 que la frontière s'est déplacée du nord au sud. Quand les États-Unis ont envahi et occupé le Mexique, avant d'annexer la moitié du pays. 2 millions de kilomètres carrés. La conquête de territoire la plus colossale de leur histoire. The world over. In How the West Was Won, Metro-Goldwyn-Mayer and Cinerama have brought together the biggest and most distinguished all-star cast in entertainment history, characterizing the men and women who conquered the wilderness, finding a new life in this immense human saga of the American West. James Stewart is the mountain man. Henry Fonda is the plainsman. Adventurers such as these first explored the land. Il y a une vraie mythologie de la conquête de l'Ouest.
avec cette idée d'une frontière toujours repoussée, d'un territoire largement inhabité, d'une nature sauvage, avec des prairies intactes et des colons arrivés de l'Est en caravane pour apporter la civilisation et la liberté. To these lands. How the West was won startles your eyes with a huge and colorful panorama of the glorious frontier, with all its reckless adventure and its awesome violence. When in fact, alors qu'en fait, c'était juste l'histoire d'une conquête brutale et souvent aussi d'un génocide. Genocide as well. Au lieu de confronter leur passé, les États-Unis ont choisi d'écrire une légende. Celle d'un Ouest sauvage que Dieu lui-même aurait confié aux pionniers blancs, anglo-saxons et protestants. La destinée manifeste des États-Unis. Pour imposer ce mythe, il fallait des images, et les Américains ont su les fabriquer. Les pionniers qui sont partis vers l'Ouest en 1848 avaient dans leur bagage une arme plus puissante que leur Colt. Les tout premiers appareils photographiques. Ils ont immortalisé l'épopée des trappeurs et des chercheurs d'or. Inventé leur héros et écrit en images une histoire qui commence avec eux. Du monde d'avant 1848, en revanche, nous n'avons aucune photographie. C'est tellement important. Il faut le dire. Nous ne pouvons même pas nous trouver. Nous avons été si soigneusement effacés. Nous n'avons jamais été représentés. Et ça, c'est la violence et la conquête au seuil de l'âme. Oui, ils ont pris le territoire et ils ont pendu les gens. Ça, c'est vrai. Mais imposer cette invisibilité est tellement destructeur et corrosif. All right, I'm going to say 3, 2, 1, go, and then I'm going to ask you not to blink for about 8 seconds. All right, ready? 3, 2, 1. J'ai voulu créer l'album photographique manquant de notre histoire. After 3, don't blink. 1, 2, 3. Retrouver les héritiers de ceux qui peuplaient ces terres de l'Ouest, bien avant la conquête américaine. Amérindiens, hispaniques ou descendants d'esclaves africains. Mexicains aux racines mêlées. Ils n'ont jamais traversé la frontière. C'est elle qui les a traversés. Quand je regarde cette photographie, elle me dit que je suis Zuni. Je ne ressemble à aucune autre tribu. Je ne ressemble pas aux Indiens de plaine, ni aux Athabascans. Je ressemble à un Indien Pueblo. Je veux être cet Indien sur la photo et n'être la mascotte de personne. Je ne veux pas être le chef Wahoo, ni un Redskin. C'est ce que je ressens. Gomio Babelu m'a accueilli chez lui à Zuni Pueblo, entre l'Arizona et le Nouveau-Mexique. C'est l'un des plus anciens villages amérindiens. Des temps immémoriaux, c'est comme ça que nous le disons. Notre peuple a migré depuis la chute de Ribbon Falls dans le Grand Canyon.
C'est là où nous sommes apparus. Derrière moi se trouve notre montagne sacrée, Dowa Yalane. Dowa pour maïs, Yalane pour montagne. Ela koyata kitachum. Ona ala shinawe. Lokiyato nem. Ono to take on awanik chetu. Tosho within a bush coin. Sawana kitsamatume. Yamawana elate. Yami when it take a bush con awanik chetu. Ona ala shinawe. Ona wikina watikoni una de tono which. Tono which, ma'am. Les rituels de nos ancêtres sont innés. Si vous nous voyez faire des choses étranges, c'est juste que notre grand-mère le faisait. Il n'y a rien de mal. C'était un culte de la nature. Ses ancêtres, les Ashiwi, vivaient déjà ici il y a plus de 3000 ans. Un peuple parmi les centaines qui habitaient le continent. Apache, Comanche, Diné, Miwok, Hopi, Acoma. Nomades, sédentaires ou à la tête d'empires puissants, forts de leur langue et de leur culture, bien loin des soi-disant sauvages que les westerns ont caricaturés. On ne dit jamais la véritable histoire. Alors nous essayons de combler les blancs. Heureusement, il y a des gens qui racontent correctement notre histoire. On finit toujours par trouver la vérité. Je l'ai suivi dans le désert à Hawiku, sur le site de l'antique cité du peuple Ashiwi. Là où en 1540, le conquistador espagnol Coronado était venu chercher les mythiques cités d'or. Un moment charnière que l'archéologue de Zuni Pueblo, Kenny Boakati, a exploré. This is where now Coronado is hired to come and conquer these great 7 cities of gold. July 7th, 1540, following the same route, they came through, and then, of course, these flat areas were engulfed with fields of corn. And this is where the battle between the Spanish and the Ashiwi over the course of a day and a half. So you just follow me along the trail. This is pretty intense, man. Did it make you angry? No, it fascinated me because, yeah. I mean, it's history. I look at it this way. What if the Spanish never came? Would we dominate our country, or, you know, what would the factors have been? I'm pretty sure we would have gone to war anyway with somebody, with the people coming in. So this is where it all began, and many lifestyles, and even relationships started to develop. And so, of course, it all sort of brought the two peoples together. Le destin de l'Amérique du Nord s'est écrit ici, 80 ans avant que le premier pionnier anglo-saxon ne débarque du Mayflower. Car dans les pas des conquistadors, les colons espagnols sont venus. Les antiques cités amérindiennes sont devenues des pueblos. Hawiku est devenu Zuni. Et là où s'élevaient les temples ancestraux, des églises catholiques ont été bâties. Tout est devenu clandestin. On ne pouvait plus pratiquer notre culture. On ne pouvait pas danser en public comme maintenant. Tout était fait en cachette.
Tout le monde s'est réfugié dans la montagne. Ceux qui sont restés derrière n'ont pas survécu. Alors, quand je pense à Coronado et combien notre monde a changé, je pense toujours à ce qu'on voit au musée, ce qu'ils ont laissé derrière eux. Ils ont laissé beaucoup de métal, beaucoup d'armes, et aussi, ils ont partagé leur culture que les nôtres portent en eux aujourd'hui. Donc, on s'adapte, on assimile, on grandit. J'ai retrouvé bien peu de traces de ce passé aux États-Unis. J'ai photographié quelques missions espagnoles, comme celle de Saint-Xavier en Arizona. Et sur les parois rocheuses du passage de El Morro, près de Zuni Pueblo, des noms, des dates, gravés au fil des siècles. Un véritable livre de pierre. Les noms des pionniers américains côtoient ceux des conquistadors, comme Juan de Oñate, le sanguinaire, le premier gouverneur espagnol du Nouveau-Mexique. Il se mêle aux pétroglyphes millénaires des Achiwi. La famille de mon père a toujours été ici, depuis le début de toute l'expérience coloniale. L'un de mes ancêtres est venu avec l'expédition d'Oñate en 1598. Un autre de mes ancêtres est arrivé en 1610 et a fondé la ville de Santa Fe, Pedro de Peralta. Ils se sont mariés avec des Amérindiens. Ma grand-mère était la fille d'une femme qui avait été achetée pour un sac de farine. Et c'était au 19e siècle. Il y avait une économie de l'esclavage ici, et de nombreux Amérindiens ont intégré des familles hispaniques de cette manière. Donc, c'est vraiment une histoire pluridimensionnelle et complexe. Simon Romero est grand reporter au New York Times. Il couvre la frontière entre les États-Unis et le Mexique et se bat contre l'oubli d'une histoire où se mêlent ses propres racines. Cet endroit est incroyablement évocateur à bien des égards et significatif notamment pour ma propre famille. Mon père est né dans un village près d'ici qui s'appelle Manzano. C'est là où ma famille a vécu pendant des siècles, là où tout a commencé pour nous. C'est le lieu d'une vaste expérience qui s'est soldée par un échec tragique au XVIIe siècle, quand les missionnaires franciscains ont déporté des Indiens ici pour produire du sel. Ils étaient réduits en esclavage au prétexte de les convertir au christianisme. C'étaient des Indiens Tompiros, et ils ont disparu, malheureusement, après tout ce qui s'est passé ici. Mais il y a eu aussi de nombreux mariages mixtes entre des colons et des Indiens. Il y a eu beaucoup de mélanges, et ces mélanges ont produit les villages qui existent encore ici aujourd'hui. Je pense qu'on a volontairement préféré ignorer ce qui s'est passé, car ce sont des souvenirs très douloureux. Ce qui s'est passé ici a été une histoire de conquête,
d'exploitation et de domination religieuse. C'est la réalité. Cela fait ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a le bon et le mauvais, je crois, combinés ensemble. C'est important d'avoir encore un endroit comme celui-ci où l'on peut se rendre pour réfléchir sur le passé et en tirer des leçons. Et aussi pour enseigner aux gens l'histoire originelle de cette région. Tout cela existait plus d'un siècle avant que les États-Unis ne soient même une idée, quand la déclaration d'indépendance n'était même pas ébauchée. Il y avait des gens ici qui créaient une société, et ils continuent. Les peuples indigènes ont résisté à la colonisation. Il y a eu des révoltes, comme celle des Pueblos en 1680, qui chassa les Espagnols pendant 12 ans. À leur retour, ils firent des concessions et la vie en commun reprit. Cette histoire a façonné l'Ouest. Elle allait pourtant être oubliée. En 1776, le destin de l'Amérique du Nord bascule. Le 4 juillet, à Philadelphie, sur la côte Est, les pères fondateurs déclarent l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Sûrs de leurs valeurs, de leur démocratie et de leur destinée sur le continent. La même année, sur la côte ouest, l'Empire espagnol s'étend. L'expédition de Juan Bautista de Anza ouvre une nouvelle route vers la Alta California. Les villes de Monterrey, San Francisco, Los Angeles sont fondées. On ne nous apprend pas grand-chose dans nos livres d'histoire sur les États-Unis. Rien en tout cas en dehors de la déclaration de 1776 et l'expansion vers l'Ouest. On n'explique pas que lorsque les gens ont émigré de l'Est des États-Unis vers l'Ouest, il y avait déjà beaucoup de personnes ici. Elles vivaient ici, elles prospéraient. Toute cette histoire de western et de gens qui venaient en wagon bâché, ça ne s'est pas passé comme ça pour tout le monde. Lenny Trujillo est le gardien de la mémoire de los Californianos, les descendants des premiers pionniers mexicains en Californie. Il a fait de la généalogie son arme contre l'amnésie. Cette photo doit dater de 1925. Le petit bébé a 94 ans aujourd'hui. Et à gauche, c'est Concepción Martínez. C'est ma seconde arrière-grand-mère. Elle est née vers 1840 dans le nord du Nouveau-Mexique. Cela signifie qu'enfant, elle est venue par l'ancienne route espagnole depuis le Nouveau-Mexique jusqu'en Californie avec sa famille. Ils ont littéralement marché le long de cette route. J'adore raconter ça aux petits-enfants. Vos ancêtres ont fait le trajet à pied du Nouveau-Mexique à la Californie. J'ai découvert que certains des fondateurs, les premiers fondateurs de la ville de Los Angeles, leurs ancêtres venaient de partout. Dans les registres paroissiaux et les premiers recensements, on retrouve leur description. Ils sont décrits comme noirs, comme mulâtres, métis,
migrants, indigènes. Ces gens étaient tous très métissés. Au Mexique, ils avaient réduit les indigènes en esclavage pour les jeter dans les mines. Ils ont aussi importé beaucoup d'esclaves africains, beaucoup plus qu'on ne le sait. La différence était qu'au Mexique, les esclaves africains se sont mélangés. Ils se sont mariés avec les populations locales. Aux États-Unis, ça ne s'est pas passé comme cela. Ils étaient tenus à l'écart. C'est pour cela que nous avons encore de profondes divisions raciales dans ce pays, parce que la culture dominante n'a jamais voulu se mélanger aux autres. Selon la loi espagnole, un esclave au Mexique pouvait racheter sa liberté et s'émanciper. Libres, mais sans terre ni fortune, en quête d'une vie meilleure, des familles afro-mexicaines ont tenté l'aventure en Alta California. Certains y ont prospéré, comme la famille de Pío Pico, le dernier gouverneur mexicain de la province. Un afro-mexicain. On ne l'a pas enseigné dans les cours d'histoire, ni dans les écoles. Donc, comment les étudiants peuvent-ils savoir, à moins de faire des recherches eux-mêmes, que les fondateurs de Los Angeles étaient noirs et métis? Ils ne le savent pas, parce qu'on ne l'enseigne pas à l'école. Le vent des indépendances n'a pas épargné l'Empire espagnol. Les Mexicains se sont soulevés contre la couronne d'Espagne en 1810. En 1821, l'indépendance du Mexique est proclamée. Promulguée en 1824, la Constitution instaure une république libérale. La citoyenneté mexicaine est accordée à tous les hommes de toutes les races. Et alors que l'esclavage prospère dans le sud des États-Unis, il est aboli en 1829 dans toutes les provinces du Mexique. La frontière historique passait alors ici, à travers les bayous, entre la Louisiane américaine, esclavagiste, et ce qui était encore la province mexicaine des Coahuila y Texas, le futur Texas. Les esclaves en fuite l'ont franchi en quête de liberté. Mais aussi des migrants anglo-américains, planteurs de coton, en quête de terre. Ils n'utilisaient pas le mot immigrant à l'époque. Mais que faisaient-ils? Ils allaient d'un pays à l'autre. C'est de l'immigration, non? Pour moi, l'emploi du mot immigrant fait réfléchir les gens. Ils se disent « Oh, ils parlent des colons ou des pionniers », mais ce sont les mêmes personnes, ils font la même chose. Les appeler pionniers revient à normaliser leur présence et à ignorer la frontière historique. C'est une façon d'ignorer les États-nations à cette époque, parce que le seul État-nation qui compte, ce sont les États-Unis. Raúl Ramos est un Mexicain du Texas. C'est aussi un historien de la nouvelle génération qui s'attaque au mythe du Far West. Des mythes élevés ici au rang d'histoire officielle, jusque sur les réservoirs de pétrole. Welcome to sacred ground. Welcome to the cradle of Texas liberty. Welcome to the Alamo. We want to welcome you, all of you, here to the Alamo for the 31st annual dawn ceremony where 184 years ago, at this time, and in this place where you now stand or sit,
the history of Texas, Mexico, and even the United States suddenly changed forever. 1, 2, 3. Le Texas américain aime croire que son histoire a commencé en 1836, quand les migrants anglo-américains se sont rebellés contre le Mexique et ont proclamé une république indépendante. Chaque année, le 6 mars à l'aube, un hommage leur est rendu sur les lieux de la plus fameuse bataille de leur révolution, El Alamo. Là où tomba Davy Crockett, l'icône de l'Ouest par excellence. But so were all the Alamo defenders. Most of us came from other areas of the country. I came down here with my Tennessee boys. And smell a Tactica brewing this morning. But we're at the ready. I got the fastest horse, the surest shooting rifle, the prettiest sister, and the ugliest dog in all the USA. Now stand back, boys, I'm fixing to unwind. And all the honor that I desire is that of defending, as a high private, in common with my fellow citizens, the honor and the liberties of our common country. 185 men fighting to their deaths against a horde of 7,000 in the most savage hand-to-hand combat in history. John Wayne as Colonel David Crockett, Richard Widmark as Jim Bowie, Lawrence Harvey as Colonel William Travis. The Alamo, recreating the 13 glorious days of the siege history will never forget, and you will always remember the Alamo. Non, le Texas n'a pas oublié El Alamo et le sacrifice de ses héros, Travis, Bowie, Davy Crockett. Le souvenir de la bataille se transmet, source de fierté, fondatrice d'une identité. Thank you guys, I appreciate it. Good to see you, sir. Good to see you guys. Take care of yourself. Y'all going to Buckhorn here in a minute? I think Carolyn is. We're going to breakfast somewhere else. Pourquoi se battaient-ils vraiment, les combattants morts à Alamo? Quelle était leur cause? Les mots utilisés sont libération et liberté. Mais liberté de faire quoi? C'était la liberté d'importer leur civilisation et leur culture, qu'ils considéraient très explicitement comme supérieure à la culture mexicaine et indigène. This is the type of weapon that William Barrett Travis used. Oh, whoa! And William Barrett Travis rode a horse. He was fond of horses. And he thought that everyone in the Texas cavalry should be armed with a double gun like this. So there were a lot of double guns. A lot of double guns were here at the Alamo. Ils pensaient que Dieu leur avait donné ce territoire pour en profiter, pour le faire prospérer, que c'était un cadeau à l'humanité et que les Mexicains et les indigènes le gaspillaient. Pour eux, une opportunité gaspillée était un péché. Ce ne sont pas de simples Américains qui se sont installés au Texas, c'étaient des sudistes. Et leur idée de ce qu'était l'Amérique et ce qu'elle devait être, et d'où venait sa richesse, se fondait sur l'esclavage. On dit qu'ils se battaient pour la liberté. L'abolition de l'esclavage par le gouvernement mexicain était pour eux une atteinte à leur liberté.
Il y a donc un lien très direct entre l'abolition de l'esclavage au Mexique et la révolution du Texas. Les Anglo-Américains ont gagné l'ultime bataille de la Révolution le 21 avril 1836, ici, à San Jacinto. Pendant 10 ans, le Texas va exister comme république indépendante. Sa constitution rétablit l'esclavage et l'impose même. Toute personne de couleur libre était bannie du Texas. En 1845, la République de Texas rejoint officiellement les États-Unis d'Amérique, présidée par James Polk. James Polk croit en la nécessaire expansion des États-Unis. Mais c'est aussi un homme du Sud, un propriétaire d'esclaves, soucieux de renforcer l'influence du Sud esclavagiste face au Nord abolitionniste. Le Texas, pour lui, est une brèche. En mai 1846, Polk déclare la guerre et envahit le Mexique. La conquête américaine de l'Ouest a commencé. C'est tellement hypocrite de parler de la destinée manifeste et de ces Américains qui apportaient la liberté avec eux et qui seraient venus libérer l'Ouest, alors qu'en réalité, ils introduisaient, ils renforçaient et élargissaient l'institution de l'esclavage dans ce qui était alors le nord du Mexique. Mais bien sûr, c'est gênant, donc beaucoup de gens préfèrent ne pas en parler. En Californie aussi, nous avons préféré occulter le passé. La Californie est devenue américaine ici, à Sonoma, près de San Francisco. Quand en juin 1846, quelques migrants anglo-saxons ont attaqué la petite garnison mexicaine dans ses baraques militaires. Ils ont proclamé l'indépendance de la Californie avant de passer quelques semaines plus tard sous le contrôle des États-Unis. Leur drapeau, un ours grossièrement dessiné, est devenu le symbole omniprésent du Golden State. Mais ce qu'on oublie de raconter, c'est qu'à l'origine, tout avait commencé par un mensonge. Une fausse rumeur lancée par un officier américain sans scrupules, John Fremont. Il avait fait croire à quelques fermiers anglo-américains que le Mexique allait les expulser de leurs terres. Sans aucune légitimité, chaotique, brutale, la révolte a décidé du sort de l'Ouest. Du Texas à la Californie, le Mexique a perdu la guerre et la moitié de son territoire. Par le traité de Guadalupe-Hidalgo, signé en février 1848, les États-Unis annexent tout le Mexique du Nord. La destinée manifeste s'accomplit. From sea to shining sea. D'un océan à l'autre, la civilisation anglo-américaine s'impose. Ses valeurs, son économie, son histoire. Riverside, près de Los Angeles. C'est ici que s'étaient installés les ancêtres de Lenny Trujillo, venus à pied du Nouveau-Mexique. De leur épopée, il ne reste que les ruines d'une maison en terre, en adobe, cachée dans un entrepôt. All right, I got you. Thank you. All righty. Thank you. All right, so let's see. Well, we're here today, 2 days after Earth Day, to do some work here for the Trujillo adobe. The adobe that is inside of this cover structure
was built in 1862. The original adobe was built in 1842. And on the left would have been the bedroom, so come on in. Yeah. As you can tell, we're kind of smack dab in the middle of commercial territory. Unfortunately, the North Side neighborhood is probably rated number 26 in Riverside's 26 neighborhoods. It's always been, in my opinion, the backyard where the city put everything they didn't want anywhere else. And this is what we get. So now, and there's no blame and there's no pointing of fingers, but somehow this was disregarded or not known of. So now we have to make it known. In 2011, Restaurer les vieux murs de terre pour retrouver sa place dans l'histoire, comme Lenny, les descendants des Trujillo ne se sont pas résolus à l'oubli. La conquête de 1848 ne leur a pourtant pas laissé de place dans leur pays. Après l'annexion de la Californie, le gouverneur afro-mexicain Pío Pico a été remplacé par l'Américain Peter Burnett. Peter Burnett ne rétablit pas l'esclavage, mais il prive de leurs droits civiques toutes les personnes de couleur. Et alors que les pionniers et les chercheurs d'or affluent vers l'ouest, il appelle à mener, ce sont ses mots, une guerre d'extermination jusqu'à ce que la race indienne disparaisse. En Californie, il y a eu en effet ces campagnes qui encourageaient ouvertement les colons à anéantir les peuples indigènes. Je pense que la Californie est vraiment l'un des exemples les plus extrêmes de notre amnésie forcée. Qu'il s'agisse de la fondation de la Californie, de sa contribution à la richesse et au pouvoir des États-Unis, de la ruée vers l'or et de tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas un hasard si l'histoire n'est pas enseignée. L'histoire de la conquête de l'Ouest par les États-Unis suppose d'effacer tout ce qu'il y a eu avant eux. Et ils ont très bien réussi à le faire. Ils ont essayé d'effacer à jamais la culture indigène. Ils n'y sont pas arrivés, mais ils ont vraiment essayé. Métissés, les Mexicains ont été considérés comme indigènes par les Américains, privés de leurs droits, ségrégés. Pour survivre, beaucoup ont nié leur identité. Ils ont valorisé uniquement leur héritage espagnol, sans reconnaître leur héritage africain, leur héritage indigène, leur héritage métis. Dans ce pays, il vaut mieux dire qu'on a des ancêtres européens, et l'Espagne est européenne, plutôt que des ancêtres mexicains. Selon moi, les gens d'origine mexicaine sont marginalisés aux États-Unis, bien qu'ils vivent ici depuis bien plus longtemps que beaucoup d'autres. Surtout quand on parle du Sud-Ouest, où ils vivaient depuis des centaines d'années. Je ne me suis jamais senti comme un marginal ici, parce que je peux exister sur cette terre, dans mon monde. Quoi qu'on me dise, je peux exister ici et ça, personne ne peut me l'enlever. Nous n'avons pas traversé la frontière. C'est la frontière qui nous a traversés. La question dès lors est la suivante. Que faire de cette population mexicaine qui était là avant que les Américains n'arrivent,
avant l'expansion américaine et qui sont finalement devenus des immigrés. On dit souvent qu'ils sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Et c'est très vrai dans ce cas. Mais devenir un étranger dans son propre pays signifie qu'on a fait de vous, historiquement, un étranger, en imposant une certaine façon de dire l'histoire. Nous avons tellement de noms différents et aucun de ces noms n'a été choisi par nous. Ils nous ont été imposés par la bureaucratie avec des intentions différentes. Alors j'ai fini par choisir le nom hispanique, non pas parce que cela me plaît ou que c'est précis, mais parce que tout le monde sait au moins ce que cela veut dire. J'ai laissé tomber, cela devient toujours plus complexe. Alors au début, j'ai été mexicaine-américaine. Non, nous avons commencé par être espagnol-américain, puis des Mexicains-américains, puis Chicanos, et maintenant on dit Latinx, Chicanex. C'est tellement confus. Anita Otilia Rodriguez est poète, artiste. À Taos, une petite ville du nord du Nouveau-Mexique, elle continue à faire vivre la culture des siens, à révéler ce qui a été effacé. Je raconte les histoires des miens dans mon art. J'ai passé ma vie à essayer de préserver nos traditions architecturales, les légendes, les histoires d'un peuple qui disparaissait. C'est quelque chose que j'ai hérité de mon père, qui savait que sa culture était sur le point d'être engloutie. Il savait raconter les histoires. Il me les a transmises et m'a transmis sa passion pour les sauver, pour les conserver. Il était interdit de parler espagnol à l'école. Sinon, on était punis. Il y avait de tels préjugés contre nous. Nous étions considérés comme alcooliques, sales, ignorants, primitifs. Il n'était jamais fait mention de la conquête américaine. Un matin, nous nous sommes réveillés gringos. Nous sommes tous américains maintenant. Ce n'était pas expliqué. Et la conquête espagnole non plus. On n'en parlait pas. Alors nous avons été effacés et notre histoire a été effacée et nous sommes devenus invisibles. Cette amnésie, tu étudies cette amnésie, et moi aussi. Je sais quel but elle sert. Nous savons qu'elle sert le pouvoir. Nous savons qu'elle sert la colonisation. Nous, effacés, notre terre pouvait être prise. Ça n'a été qu'une opération immobilière. Rien à voir avec la chair vivante de la terre-mère. La terre n'appartenait à personne, c'est ce que m'a dit un jour un Anglo. Je lui disais, ils en ont volé la moitié. Il m'a fait, vous n'en faisiez rien. Non, on ne la détruisait pas. Ils voulaient notre terre, mais sans nous. Like a cold, pale wind, pálido y frío they came, buying the land and the plazas, and then nuestras casas. No nos ven, mi hijo. Come on. Come on.
Quand j'avais 6 ans, j'allais dans les montagnes là-haut avec mon père et les moutons. Et j'y passais la semaine. On est allé tous les 8 jours. Il se relayait parce qu'il y avait un troupeau avec son beau-frère. Et on se relayait chaque semaine. On a grandi ici. Puis je me suis marié, je suis parti à Colorado Springs, j'y ai vécu. Mais je rêvais qu'un jour, je reviendrais sur la terre de mon père pour y vivre. Bonnie Sanchez est retourné chez lui, au Rancho de los Sanchez, dans la vallée de San Luis, Colorado. Vaquero, comme son père, comme ses ancêtres. Hispanique et Navajo mêlés. Cowboy des origines. Bonnie appartient pleinement à l'épopée du Far West. Comme toutes celles et tous ceux que j'ai rencontrés à travers le Grand Ouest américain et qui ont imprimé leur visage sur ces plaques de verre. Un album photographique reconstitué, l'archive d'un passé à reconquérir.